tout ça, ça fait tourner en continu une centrale nucléaire. Et ça représente 11% de notre consommation totale d'électricité en France. Donc, des petits chiffres pour Mivegec. Donc, on a fait des relevés sur les appareils dans la pièce de dépôt d'ADN, par exemple. Et donc, la totalité des appareils en veille dans cette pièce, quand on fait la somme, ça représente pour 24 heures 382 watts. Et sur une semaine, donc additionné sur une semaine, ça fait 2,6 kilowatts. Donc, quand on pense, par exemple, à la semaine de Noël où le centre est éteint et arrêté, ça vaut le coup d'éteindre quand même tous ces appareils qui sont en veille. Et donc, pour vous dire, ce qui consomme le plus dans cette pièce, c'est par exemple les chargeurs des micro-pipettes, donc les micro-pipettes électroniques qui sont tout le temps allumées et on laisse tout le temps les pipettes sur le chargeur, c'est ce qui consomme le plus dans cette pièce et donc dans toutes les pièces. Et les centrifugeuses, parce qu'on a tendance tous, comme on est, à laisser les centrifugeuses allumées quand on s'en sert, parce qu'on se dit, ah, elle se met en veille, et voilà, mais en fait, elle continue à consommer quand on s'en sert pas et qu'elle est juste allumée. Donc voilà, comme solution, ce qui se présente à nous, c'est éteindre les appareils quand on ne s'en sert pas. Voilà, donc les centrifugeuses, c'est vraiment pas dur. Il y a un petit bouton on-off sur le côté. Les vortex, pareil, il y a un petit bouton on-off. Tous ces appareils, voilà. Et après, il y a tous les autres appareils qu'il faut débrancher parce qu'en fait, ils ont une batterie et même branchés et éteints, ils continuent à consommer de l'énergie. C'est un tout petit peu, mais c'est le cas. Donc, voilà, par exemple, pour les chargeurs de micropipettes, ça vaudrait le coup de les débrancher le week-end parce que personne s'en sert et ça ne sert à personne qui continue à consommer. Donc voilà, et puis vous pouvez extrapoler dans les bureaux, éteindre les multiprises des ordinateurs et tout ça. Puis peut-être qu'un jour, on pourra éteindre cette centrale. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à ces charmants étudiants. Merci, Vanina. Margot Lefer est une étudiante de Master 2 à l'Université de Montpellier. Elle a fait son stage au sein de notre unité et a travaillé sur l'adaptation de Plasmodium falciparum, qui est un agent très virulent en Amérique du Sud. Nous allons laisser passer la parole à Margot qui nous en dira de plus belle. C'est à toi, Margot. Alors, ah. Donc, comme ça a été présenté, en effet, j'ai travaillé pour mon stage de M2 au MIVEGEC, encadré par Franck Ruignol, Virginie Rougeron, Mickaël Fontaine et Josquin Darmon, sur l'adaptation de Plasmodium falciparum, un agent de la malaria en Amérique du Sud. Donc, tout d'abord, je me suis penchée sur ce qui est un contexte de colonisation. Alors, lorsqu'un organisme colonise un nouveau milieu, il se retrouve face à de nouvelles conditions environnementales. Ainsi, alors qu'il a un phénotype qui est adapté dans les conditions initiales, il se retrouve avec un phénotype qui n'est plus dans les nouvelles conditions. On a vu en évolution qu'il y avait plusieurs stratégies pour ramener à un phénotype qui est adapté, que ce soit par la plasticité phénotypique, mais aussi l'adaptation génétique. Et c'est cette dernière qui va nous intéresser dans le cas de Plasmodium falciparum en Amérique du Sud. Alors, Plasmodium falciparum, si vous ne le connaissez pas, c'est un organisme qui est unicellulaire, qui fait partie du phylum des Apicomplexa. C'est un parasite qui a un cycle avec deux hôtes obligatoires, donc Anopheles sp, oui, chez lequel il est haplodiploïde, et Homo sapiens, chez lequel il y a deux stades, le stade hépatique et le stade sanguin, et chez lequel il est seulement haploïde. Il est surtout connu car, lors de la phase érythrocytaire chez l'homme, il est responsable du paludisme, qui a causé plus de 409 000 morts en 2019. Et bien que Plasmodium falciparum ne soit pas le seul à être responsable de cette maladie, il est responsable de 97% des cas sévères dans le monde. Ainsi, on sait aujourd'hui que ce parasite est originaire d'Afrique à la suite d'un saut d'hôte il y a 50 000 ans, du gorille jusqu'à l'humain. On sait aussi qu'il a suivi son hôte Homo sapiens lors de la sortie de l'Afrique de ce dernier pour arriver en Asie. Quant à l'arrivée en Amérique du Sud, on sait qu'elle est beaucoup plus récente, c'est même l'introduction la plus récente au niveau mondial, car elle date de la traite transatlantique entre le XVIe et le XIXe siècle, pendant laquelle des millions d'esclaves africains ont été emmenés de force dans ce continent. On sait aussi aujourd'hui qu'il y a eu deux introductions indépendantes sur ce continent. On voit du coup de nos jours qu'il y a une répartition mondiale de Plasmodium falciparum, avec ici l'incidence en 2017. Donc, l'objectif principal de mon stage était de voir l'adaptation de Plasmodium falciparum en Amérique du Sud, et pour cela, on s'est posé plusieurs questions.
Par exemple, quelles sont les réponses du parasite à ces nouvelles conditions environnementales? Donc, on a pensé par exemple aux nouveaux vecteurs. En effet, comme on voit ici avec la répartition des espèces d'Anopheles, on voit qu'on a des espèces vectrices bien différentes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Aussi, de nouvelles populations humaines, car on le sait que bien que ce soit la même espèce, l'humain est bien différent, que ce soit au niveau phénotypique et génotypique, entre par exemple l'Afrique et l'Amérique du Sud. Aussi, si le parasite a fait face à d'autres pressions de sélection, on peut penser bien sûr aux traitements antipaludiques qui sont appliqués en Amérique du Sud depuis les années 60 environ. Et aussi, quelles sont les régions génomiques qui sont concernées par ces différentes pressions de sélection. Donc, pour répondre à ces questions, j'ai eu un jeu de données immense avec plus de 7000 isolats au départ, qui proviennent tous de la littérature, principalement du Malaria Gene Project, mais qui malheureusement n'avaient que 2 pays sud-américains, qui sont le Pérou et la Colombie, auxquels on a ajouté du coup le Brésil avec Moser et al., la Guyane avec Pello et al., et Haïti avec Tagliamonte et al. Ils viennent tous d'un prélèvement sanguin chez Homo sapiens, du coup on avait l'avantage d'avoir le parasite sous sa forme haploïde. Et je n'ai gardé que des SNP via les ligues haute qualité du génome nucléaire. On se retrouve avec à peu près 90 000 SNP. Et hormis en Amérique du Sud, on a voulu garder le maximum d'individus car l'échantillonnage était plutôt faible. Nous avons enlevé les apparentés, les cas de multi-infection et aussi trié nos populations pour avoir à peu près 1000 individus. Donc, pour ce qui est de l'adaptation, nous devons tout d'abord analyser la structuration des populations. En effet, sans cette étape préalable, je ne pourrais pas comprendre ni analyser les patrons de sélection. Du coup, pour cela, on a fait une analyse en composantes principales sur la base des génotypes de nos individus, un arbre entre les populations en airborne à partir de la distance donnée. J'ai aussi fait admixture, les FST entre les populations, et bien sûr, on a aussi regardé la diversité nucléotidique pi et le D de Tajima. Par la suite, j'ai pu faire des tests de sélection positive avec par exemple le FST en Genome Scan qui permet de voir la différenciation génétique des fréquences alléliques entre notre population source, ici l'Afrique, et nos populations cibles, ici l'Amérique du Sud. Bien sûr, on a aussi regardé la taille des haplotypes et donc qui serait potentiellement long à la suite d'un balayage sélectif grâce à l'Integrated Haplotype Score, IHS, et le Cross Population Extended Haplotype Homozygosie, XPEHH. Donc, pour ce qui est de la structure des populations, comme on le voit sur l'arbre à gauche ou l'ACP à droite, on voit que l'Amérique du Sud est très proche de l'Afrique génétiquement. Donc, du coup, cela suggère aussi une origine africaine qui a déjà été démontrée dans la littérature. Par ailleurs, on voit sur l'axe 2 de l'ACP qu'on a deux clusters. Donc, on a Sam-Est ici, qui est très éloigné de l'Afrique, qui serait composé du Brésil et de la Guyane française. Sam-Ouest ici, qui est très proche de l'Afrique, qui serait plutôt des individus colombiens et haïtiens. Et on a le Pérou, qui sera un métissage entre les deux clusters. À savoir que ces deux clusters génétiques seraient potentiellement le résultat des deux introductions indépendantes dont je vous ai déjà parlé. Pour ce qui est de la diversité nucléotidique, comme on voit ici, par rapport aux populations sources, les populations africaines, on a SAM-S qui a une diversité nucléotidique qui est beaucoup plus faible, tandis que SAM-Ouest a une diversité nucléotidique qui est plutôt équivalente à la population source. Par la suite, avec le D de Tajima, on sait que des valeurs positives sont plutôt signes d'une contraction démographique récente, et on a en moyenne des valeurs positives pour autant que ce soit SAM-Est et SAM-Ouest, donc cela serait signe d'un goulot d'étranglement récent dans l'histoire démographique. Ainsi, pour la structuration des populations, on a pu confirmer l'origine africaine. Nous avons vu nos deux clusters génétiques, donc je rappelle SAM-Ouest, Haïti, Colombie et SAM-Est, Brésil, Guyane française, avec le Pérou en population mixte. Donc ces deux clusters seraient le résultat des deux introductions. Nous avons vu aussi qu'il y avait une diversité nucléotidique faible, notamment pour SAM-Est, et des signes de goulot d'étranglement récents. Maintenant que nous comprenons bien les patrons de structuration des populations, nous pouvons comprendre la sélection positive. Alors ici, j'ai fait le FST, donc qui permet de voir la différenciation génétique entre une population africaine, donc population source, et une population sud-américaine, tout au long du génome. À savoir qu'en rouge, j'ai mis les valeurs extrêmes qui représentent les 1% valeurs les plus élevées, qui seraient donc signe de potentiellement une adaptation locale ou de sélection positive. Et ce qui marque en premier lieu, c'est que SAM-Est a une variance très importante dans ses valeurs. Donc, cela serait dû à l'histoire démographique que je vous ai montrée juste avant, notamment le manque de diversité et le goulot d'étranglement. Néanmoins, nous pourrons quand même trouver des gènes d'intérêt qui ont des valeurs de différenciation importantes entre les deux populations.
Par la suite, nous avons comparé les tailles d'haplotypes aussi entre les populations sources, ici j'ai pris la République du Congo, et les populations d'intérêt, donc SAM-Est. Donc ici, c'est le XPHH que j'ai utilisé, et on voit aussi qu'on a plusieurs valeurs qui sont au-dessus du seuil de significativité, qui montrerait donc que ces gènes ont subi un balayage sélectif récent, et donc une sélection positive. Donc, au total, on trouve 350 gènes qui présentent des traces de sélection positive dans le génome, les deux clusters confondus, et on se retrouve avec seulement 45% des processus biologiques connus. Donc, on a par exemple, chez le moustique, on a 6 gènes qui sont en interaction avec cet hôte, mais on a aussi 6 gènes qui sont en interaction avec l'être humain, et on trouve 4 gènes qui sont impliqués dans la résistance aux médicaments. Donc, je vous ai pris l'exemple chez le moustique de P47 car il est très documenté. En effet, il est exprimé à la surface des gamétocytes chez le parasite et il permet à celui-ci d'échapper au système immunitaire du moustique. Et il a été déjà vu comme sous sélection divergente au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a des allèles et des génotypes différents entre l'Afrique et l'Amérique, par exemple. Et c'est aussi ce qu'on trouve car il est visible au niveau de nos tests de FST qui permet de voir cette différenciation génétique, justement. Donc, on pourrait penser qu'il y a une adaptation au vecteur, ce qui a été confirmé par des tests in vivo. Par la suite, je vous ai pris aussi MSP1 chez l'homme. Celui-ci, il est exprimé à la surface des monozoïtes et il est assez intéressant, en effet, alors qu'il doit se fixer sur des récepteurs des hématies pour pouvoir les envahir efficacement. On pourrait penser qu'il est sous sélection positive afin d'avoir une invasion la plus efficace possible et se fixer le plus rapidement. Mais il est aussi reconnu par le système immunitaire humain. Et donc, il pourrait aussi être sous sélection diversifiante afin de pouvoir échapper à ce système immunitaire et pouvoir réinfecter un être humain qui a déjà été infecté. Donc, on voit bien ici qu'on a 2 forces de sélection qui se contrecarrent. Pourtant, nous, on a vu seulement une trace de sélection positive. Donc, on peut se demander aussi si on a eu des adaptations communes. En effet, comme je l'ai déjà dit, on a eu 2 introductions indépendantes qui ont donné par la suite sûrement nos 2 clusters génétiques. Donc, on voit que pour les gènes dont le processus biologique est connu, on en a 20% qui sont en commun chez nos 2 clusters c'est-à-dire qui présentent des traces de sélection positive chez les deux. Donc, on va se demander s'il y a une convergence évolutive, ce qui est possible, mais aussi s'il y a des flux génétiques adaptatifs. En effet, on voit avec le Pérou qui est une population mixte qui pourrait avoir ce genre de phénomène. Bien sûr, pour aller plus loin, il faudrait comparer les phénotypes et les génotypes chez nos deux parasites, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Enfin, les take-home messages, c'est tout d'abord que nos données nous permettent de voir un patron qui correspond à ceux qui ont déjà été utilisés pour démontrer qu'il y a eu 2 introductions indépendantes issues de l'Afrique, qu'on a des histoires démographiques qui sont différentes entre nos 2 clusters génétiques. Bien sûr, la démographie impacte la capacité à détecter la sélection. On l'a bien vu avec le FST, mais c'est aussi le cas avec l'IHS que je n'ai pas pu vous présenter ici. On a aussi pu voir plein de signes d'adaptation génétique par sélection positive, que ce soit par rapport à l'hôte humain, aux moustiques, mais aussi aux réponses au traitement antipaludique. Bien sûr, on peut se demander s'il y a eu convergence évolutive, mais flux génétique adaptatif aussi, ça serait intéressant de regarder. Pour aller plus loin, bien sûr, j'ai à peu près 55% des gènes qui ont des signaux de sélection positive, mais dont les fonctions sont encore inconnues. Or, ils pourraient avoir joué un rôle important dans l'adaptation à ce nouvel environnement. Donc, on pourrait aller voir du côté de l'analyse fonctionnelle. Et aussi, ici, je vous ai présenté que des outils qui permettent de voir la sélection positive, mais avec balayage sélectif qu'on dit complet. Or, il y a aussi des adaptations qui proviennent de balayage sélectif incomplet. Et donc, on pourrait aller voir vers des outils qui permettent de le détecter, tels que H12, proposé par Garoud et al. En 2015. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup, Margot, pour ta présentation. C'était super. Est-ce que... Alors, n'hésitez pas à lever la main que je puisse voir les personnes qui auraient des questions.